Lors de l'affrontement entre Neji et Naruto se joue un des thèmes principaux de la première partie de la saga. L'idée que les individus ne sont pas limités par leurs attributs de naissance. Naruto prouve à Neji que son idée de destin tout tracé sur lequel nous n'avons aucune influence est erronée. Nous pouvons transformer notre destin et devenir qui nous souhaitons devenir, nous sommes libres. Seulement voilà, la fin de la saga remet un peu cette idée en question. On découvre que Naruto est le fils d'un ninja et d'une kunoichi de grande valeur, le filleul d'un des ninjas de la légende, et la source de chakra quasi inépuisable que le confère Kyuubi se couple avec la grande vitalité propre au clan Uzumaki. Et comme si c'était pas assez, il est également la réincarnation d'un demi-dieu, Asura Otsutsuki, le fils de l'Armite Rikudo. Et l'Armite Rikudo, c'est l'homme à l'origine de la création du monde ninja, et il est lui-même le fils de Kaguya, la toute première utilisatrice du chakra. Rien que ça. L'image de Naruto comme d'un raté qui déjoue les pronostics ne tient plus. C'est un ninja bien né, voué à accomplir une prophétie millénaire, et le réceptacle d'une entité surpuissante. De là, certaines personnes arguent que Neji avait raison. Le destin est bien tout tracé. Naruto s'est confronté à la réincarnation d'Indra, Sasuke, dans la continuation de l'affrontement perpétuel entre ses deux frères. Il a développé tous ses attributs de naissance, il a maîtrisé Kurama, il a maîtrisé le mode Sennin, il a la vitalité exceptionnelle des Uzumaki, il est devenu Hokage, et n'illustre finalement en rien l'idée que nous ne sommes pas limités par ses attributs. Le thème philosophique phare de Naruto en prend un coup. On n'est finalement pas aussi libre que la première partie de la saga voulait nous le faire croire. Cependant, je pense que cet argumentaire ne fait pas justice à la finesse de Kishimoto, ni à la mort de Neji dont je parle dans cette vidéo. Pour moi, l'évolution de Naruto est brillante sur le plan philosophique, parce qu'elle nous fait passer par différentes visions de la liberté, jusqu'à nous montrer comment est-ce qu'on peut exercer notre liberté de la manière la plus importante et la plus signifiante possible. Avant les Shippuden, Naruto nous présente une vision de la liberté proche de celle qu'on a instinctivement. On est libre parce qu'on peut réaliser nos désirs, on peut faire ce qu'on veut malgré les obstacles, et par exemple devenir un ninja sans forcément maîtriser le ninjutsu. C'est ce qu'on appelle en philosophie la liberté de licence. Mais au fur et à mesure que les origines du monde ninja et celles de Naruto sont révélées, on bascule dans une vision de la liberté beaucoup plus contrainte. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, je pense que cette saga avance une thèse compatibiliste, c'est-à-dire qu'elle considère que notre monde est déterminé et que toutes nos actions sont prises dans une immense chaîne de cause à effet qui remonte jusqu'à la nuit des temps et sur laquelle nous n'avons aucune prise. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir un libre arbitre au sein de ce monde bourré de contraintes. Et même plus, la liberté de Naruto brille d'autant plus qu'elle est contrainte. Il n'y aurait pas de liberté dans un monde qui n'oppose pas de résistance. C'est lorsque nous devons faire des choix que notre liberté est la plus signifiante. Il n'appartient qu'à nous de décider comment nous positionner face aux événements extérieurs. Naruto nous le montre lorsqu'il est face à Pain, et que ses pulsions de meurtre font trembler ses mains, mais qu'il choisit tout de même l'empathie. Il nous le montre encore lorsqu'il étend sa sympathie à Kurama et à tous les bijus, alors qu'être un Jinchuriki a ruiné son enfance. Il nous le montre enfin lorsqu'il renonce à perpétuer le cycle de la haine entre les réincarnations d'Indra et d'Asura, et qu'il ramène Sasuke au village. Naruto est un briseur de cycles. Il ne se satisfait pas du status quo, il ne choisit pas la réaction que les éléments extérieurs semblent lui dicter, et en cela, il se fait l'héritier de Jean-Paul Sartre. Sartre pensait qu'en tant qu'être humain, nous sommes condamnés à être libres. Il parlait pas de la liberté de licence, c'est-à-dire qu'il voulait pas dire qu'on est condamné à faire ce qu'on veut dans un monde qui ne nous contraint pas. Sartre considérait que tout le monde naît au sein d'une facticité, c'est-à-dire d'une conjugaison de facteurs environnementaux, sociétaux, familiaux, politiques, biologiques, etc., qui nous contraignent et qui nous encerclent. Mais là où notre liberté s'exprime toujours, même si nous nous trouvons dans une facticité extrêmement contraignante, c'est dans notre conscience. Aucune facticité, aussi contraignante et extrême soit-elle, ne peut forcer une conscience à y répondre d'une manière en particulier. C'est là qu'est notre choix. Comment se situer au sein de notre facticité? Est-ce qu'on l'accepte avec résignation? Est-ce qu'on se rebelle contre elle? Comment est-ce qu'on oriente nos projets et nos motivations en fonction de l'état de fait dans lequel on se trouve? Sartre considérait que notre liberté se loge dans les décisions que l'on doit forcément prendre face à notre situation. Sartre pensait que cette liberté inévitable pouvait nous angoisser parce qu'on peut se retrouver démuni face à cette obligation d'assigner un sens à notre situation. Parfois, on ne sait pas quel sens donner, et pourtant, on ne peut pas ne pas en donner un. Et Naruto, il est très clair dans son positionnement face à sa situation. C'est un rebelle, quelqu'un qui ne se satisfait pas de l'état de fait et qui fait tout ce qu'il peut pour le changer. Il nous montre ce que cela veut dire que d'exprimer, d'user de sa liberté, même dans l'état de fait extrêmement contraint d'un monde entièrement déterminé. Précision philo importante, je mêle ici deux idées philosophiques qui n'habitent normalement pas ensemble, le compatibilisme et la vision de la liberté de Sartre. Sartre n'admettait pas le déterminisme et donc on peut pas le considérer comme un compatibiliste. Il parlait pas de libre arbitre, mais bien de liberté, ce sont deux notions qui sont proches, mais pas identiques. Ici, je relis ces deux théories parce que je trouve qu'elles ont toutes les deux du pouvoir explicatif pour analyser Naruto,
Mais il reste que ce sont deux théories bien distinctes avec des présupposés différents. Kishimoto n'a pas changé de cap. Il a tenu son idée jusqu'au bout qu'on est libre, et ce d'une manière extrêmement signifiante. On a du pouvoir face aux contraintes. On est toujours libre de choisir comment réagir face aux événements extérieurs, comment interpréter notre situation. Et l'idée que le travail peut battre le talent reste intacte et incarnée par d'autres personnages que Naruto. Rock Lee, évidemment, et Sakura peut aussi être un exemple, même si on n'a pas l'habitude de la voir sous cet angle-là. Naruto a simplement avancé dans la saga pour aller explorer d'autres aspects de la liberté, plus fondamentaux. Et le fait que Naruto se soit détaché de cette vision de la liberté présentée au début de la saga ne dénote pas pour moi un changement de cap, mais une évolution du personnage et des enjeux de la saga.